Salut les terriens, salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 4 terriens de choix. Ina Modja, celle que l'on détesterait avoir devant soi au théâtre ou au cinéma. Vous nous parlerez de votre nouvel album, Motel Bamako. Enrico Macias. Enrico Macias, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre livre intitulé L'envers du ciel bleu, au Cherche Midi, et on découvre que vous êtes pieds noirs. Alors ça, les gens vont tomber sur le cul en prenant ça, parce que certains pieds noirs, ça se voit, ça s'entend, mais vous... Tout le monde croyait tout le long de ma carrière que j'étais suédois. Voilà. C'est une découverte incroyable. Michel Drucker. Michel Drucker, bonsoir. Vous êtes ici ce soir, Michel, pour un livre étonnant intitulé « Allez tous vous faire enculer ». C'est vrai que quand on vous connaît, c'est surprenant. Vous vous lâchez pour la première fois dans ce livre. Est-ce que ça vous a fait du bien, Michel, de vous lâcher? C'est l'édition Rocco Siffredi. Hein. Voilà. En fait, votre livre s'appelle « Une année pas comme les autres » chez Robert Laffont. Nous en parlerons. Et Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, la seule personne qui a réussi à devenir une star mondiale en s'appelant Jean-Michel. Nous parlerons de votre nouvel album, Electronica 1, The Time Machine. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, et le groupe Les Gréments de Fortune. Tom, mon café, putain, c'est long. Ça va Thierry? Merci. Merci, mon petit café. Il est froid. Il est froid. Merde, je le change juste après. Bon. C'est mon stagiaire. Je fais le petit débrief de l'émission de la semaine dernière. Beaucoup de gens se sont plaints qu'on reçoive Michel Simès, qu'on voit déjà beaucoup à la télévision. Vraiment désolé, cette semaine, rien à voir, on reçoit Michel Drucker. Sur Twitter aussi, beaucoup de gens ont pris au premier degré les vannes de Michel Simès sur Nagui. Alors je vous rassure, ils sont copains. Simès, il a dit que Nagui, il est chiant, il a le melon. C'est pas vrai, bien entendu. Il a dit aussi Nagui, il n'y a que lui qui comprend ses blagues. Bon, ça par contre, c'était vrai. Mais... Alors, ce soir, on a un magnifique plateau. C'est incroyable. Ce soir, c'est bien. Il y a du poire-traite. Ça, c'est sûr, c'est impressionnant, c'est vrai. Non, ce qui est très bien, c'est que tout le monde est resté jeune. Ça, c'est incroyable. Michel Drucker, il est resté jeune grâce au vélo. Jean-Michel Jarre, il est resté jeune grâce au voyage. Enrico Macias, grâce à la musique. Et Thierry Ardisson, grâce à sa maquilleuse. Donc, c'est quand même... Non, ce qui est fou, c'est qu'on vous a tous connus il y a 30 ans. Avec la même tête. Moi, je me mets à la place d'un mec qui sort aujourd'hui d'un coma de 20 ans. Au JT, il zappe. Il y a le conflit israélo-palestinien sur TF1. Sur France 3, il y a Question pour un champion. Là, il regarde Ardisson. Il y a Enrico Macias, Jean-Michel Jarre et Michel Drucker. Pour lui, il a juste fait une sieste de 2 heures. En fait. Michel Drucker. Michel, je vous adore. Je vous ai vu samedi dernier chez Laurent Ruquier. Vous avez traité un journaliste de gros con. Ouais. Michel, il se lâche enfin. Le problème, c'est comme ça fait 73 ans qu'il se retient, le gros con de la semaine dernière, c'était juste l'apéritif. Regardez l'émission jusqu'au bout, parce qu'à mon avis, dans 10 minutes, il y a un fils de pute qui va partir. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, c'est la classe. Dans les années 70-80, vous étiez considéré comme l'incarnation du futur, au même titre que les Bogdanov. Voilà. Alors c'est sûr que quand on les voit, on se dit que le futur, a priori, c'était pas la chirurgie esthétique. Ça, c'est certain. Mais bravo Jean-Michel, grâce aux millions de gens qui sont venus voir vos concerts, vous êtes rentré 4 fois dans le Guinness Book. Alors il est page 42, entre le mec qui jette des olives avec son nez et celui qui soulève des parpaings avec ses testicules. Voilà,
Alors, ici, mesdames et messieurs, ma mission est de poser les questions trop cons que Thierry Ardisson, ici présent, n'a pas voulu vous poser. Première question, Jean-Michel Jarre. Aïe. David Guetta vous considère comme son père spirituel. Vous n'avez jamais pensé à l'avortement spirituel? Ina Modja, vous êtes chanteuse, mannequin, actrice. Bref, vous savez que si votre album ne marche pas, vous pouvez toujours être femme de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est le gros avantage. Enrico Macias, alors lorsque vous chantiez en 2007 « Ah, qu'elles sont jolies les filles de Sarkozy », vous ne pensiez pas à Nadine Morano, j'espère. Non, j'espère pas. Et pour terminer, Michel Drucker, vous avez été élu personnalité la plus emblématique du PAF depuis 1950, devant Léon Zitrone, Jacques Martin et Guy Lux. C'était quoi le critère pour gagner? C'était le talent ou être en vie? Bon allez, j'y vais. Très bonne émission à tous. C'était Tom Villa, notre stagiaire. On le retrouve ici la semaine prochaine, peut-être. Il est au top, Michel Drucker. Michel Drucker, bonsoir. Alors, vous avez vu, j'ai invité la famille. Hein, avec Jean-Michel Jarre, vous avez en commun Stéphanie Jarre, qui est la fille du père de Jean-Michel. Mais c'est pas un enfant qu'on a eu ensemble. Non, non. Il l'a eu avec votre femme, Dany Saval. Donc c'est des liens très, très, très forts. Ben, j'ai connu sa sœur, elle avait 5 ans. Ouais. Il y a 44 ans exactement. Et Stéphanie, je dois dire, a eu de la chance d'avoir un beau-père comme Michel. Ah ouais. Ce qui n'a pas été mon cas. Il n'a pas voulu l'être. Oui, c'est ça. Il aurait été trop jeune aussi. Il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, Thierry, c'est que le premier générique d'une émission importante pour moi... Sport en fête. Oui. Mais comment pouvez-vous penser que je ne sais pas? C'est bien. C'était lui. Bah oui. En même temps, c'est pas pour critiquer Jean-Michel, mais on se souvient plus du générique de Champs-Élysées. Alors, vous vous rendez compte, Jean-Michel, on imaginait à l'époque que le futur serait futuriste. On imaginait Terminator, et finalement, on a Michel Drucker. Quoi qu'il a la peau aussi dure que Terminator, quand même. Thierry, c'est vous qui avez un jour dit Drucker, c'est Terminator. Je sais que ça vous amuse toujours de venir dans Salut les Terriens, parce que ça vous amuse toujours de voir un public qui bouge, en fait. C'est vrai. Quand je suis arrivé là, c'est la première fois que je voyais un public sans les perfusions. Vous êtes venu en vélo, hein? Non, en ambulance. Ah oui. C'est soit le vélo, soit l'hélico. Oui, c'est vrai. Michel, toi et moi, on est si bien ensemble. Oh Michel. Chanson composée par les Beatles, pour vous. J'ai remercié Lennon et McCartney. Ah bah oui, franchement, ils ont bien bossé. Ça m'a touché. Ouais. Alors, vous avez débuté à la télé alors que la télé n'existait pas. Vous pouvez parler plus fort. Vous avez débuté à la télé alors que la télé n'existait pas. Non, non, c'était les débuts du parlant, voilà. Et là, moi, je suis encrypté, vous voyez. Alors, Michel, vous publiez chez Robert Laffont votre nouveau livre intitulé « Une année pas comme les autres ». Alors, pourquoi? C'est l'année, vous avez dit du mal d'un invité dans Vivement Dimanche? J'ai jamais dit du mal, vous avez dit dimanche. J'ai simplement dit qu'avec les années, on finit par démasquer des gens. Ouais. Donc c'est une année où j'ai voulu simplement faire le phare-code, montrer aux gens que je n'étais pas dupe. C'est votre journal de bord de l'année 2014-2015. C'est un livre formidable, parce qu'on se rend compte qu'en fait, vous n'êtes pas toute la semaine sur votre canapé avec votre chien, en attendant qu'on vous amène des invités. Vous faites plein de trucs, en fait. Je vais beaucoup en province, Ouais. beaucoup, parce que je viens de là, et parce que je suis plus à l'aise dans le TGV. Ça vous fait pas chier d'aller en province? Non, pas du tout. Ah ouais, c'est marrant. Hein. Non, non. Dites-moi, vous avez habité la province longtemps? Quand je passe du côté d'Argenton, il y a encore le boulanger qui me dit « Ah, la grande époque, où Thierry Ardisson, il venait fumer un joint dans le pétrin. » Alors j'ai adoré, dans votre bouquin, le réveillon à l'hôpital Georges Pompidou pour des examens cardiaques. Vous dites c'est le meilleur week-end de l'année.
Je me suis fait hospitaliser pour faire une coronographie. Mais j'aime bien, moi. J'aime bien les hôpitaux. On a ça en Moi, j'adore les pharmacies. Sans arrêt, moi. Mais les pharmacies, Bah oui. je rentre à la pharmacie tous les matins chez moi, je dis qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, quoi. Je me fais faire une prise de sang. Et on me dit qu'est-ce que vous faites? Ben, j'attends le résultat. Je suis exactement comme ça. Et je fais des prises de sang tous les mois. Et l'autre jour, mon toubib m'a dit... On a ça en commun. C'est vrai, mon toubib m'a dit, Thierry, t'es pas obligé d'en faire tous les mois. Tous les 2 mois, ça suffirait. Tout le monde se moque de moi, mais non. Évidemment, je suis pas malade, je suis malade imaginaire. Mais aller passer 3 jours entre Noël et le jour de l'an en cardiologie à Pompidou, au lieu d'aller faire du ski ou d'aller aux Maldives ou d'aller dans les îles, j'ai eu du jambon, une Tu manges du jambon? Oui, et les pâtes coquillettes. Ah, putain. J'ai eu une infirmière formidable, elle a failli me donner le sein. Et je n'avais rien. Oui. Et là, j'ai croisé un monsieur. Qu'est-ce que vous avez eu pour Noël? Des bas de contention. Ouais. Il avait un nouveau pyjama. On a décidé de se retrouver l'année prochaine. J'ai loué l'année prochaine en demi-pension à la même période. Je t'adore. Alors, dans ce bouquin, Michel, vous parlez de votre judéité tardive, en fait, parce que quand vous étiez petit, il fallait surtout pas être juif. Et un jour, vous allez à une soirée de la Tzedaka. La Tzedaka, ouais. Et là, vous vous dites quand même, je suis juif, quoi. Non, mais j'ai jamais oublié. Mon père s'appelait Abraham, mais il nous a fait... Ah oui, vous êtes aussi vieux que ça. C'est votre père s'appelait Abraham. Oui. Ça, je sais. Il s'appelait Abraham. Ça, je savais pas. Oui. Il s'appelait Abraham. Mais il avait peut-être des raisons. Il a été interné à Drancy, à Compiègne. Il avait des raisons d'être en morceaux. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il a voulu découdre complètement l'étoile juive? Toujours est-il qu'il nous a fait baptiser dans la Normandie des années 50, quand on a un père qui s'appelait Abraham. La Normandie, le catéchisme, le missel, c'est pas le plus court chemin pour aller à Jérusalem ou lire la Torah. C'est clair. Mais mes racines, elles ont toujours été là comme une petite musique. Et c'est vrai, un soir, au Palais des Congrès, la Tzedaka, c'est une manifestation. Il y a beaucoup de juifs du bassin méditerranéen. C'est pour aider les associations en difficulté, pas seulement les associations juives. On m'avait demandé souvent de venir, j'avais pas le temps, etc. Et avec Patrick Bruel, on était les parrains. J'arrive sur scène, et là, il y a tout le Palais des Congrès bourré à craquer qui se lève. Je suis bouleversé. Et là, subitement, je pense à ma mère, je pense à la rue des Rosiers, je pense à Goldambert, je pense à Lola Drucker. Et subitement, je me lance dans un discours improvisé. Et je sens ma mère qui me dit, mais finalement, t'as fait vivement dimanche, pourquoi tu fais pas vivement Shabbat? Et voilà. Alors, vous racontez dans ce livre comment le producteur de la tournée Star 80 vous propose une tournée Champs-Élysées. Vous n'êtes pas très chaud. J'hésite. Voilà. En revanche, ça se termine par un one-man. Vous allez faire un one-man show, Michel Drucker. Un seul en scène. Signé pour 30 villes, 3 mois en province, 3 mois à Paris. Ça commence en janvier. Alors là, j'espère que vous êtes entraîné, parce que il faut parler fort, parce que les gens dans la salle, ils ne peuvent pas monter le son avec la télécommande. Mais c'est vrai que j'ai envie d'être sur scène depuis longtemps. Jean-Claude Brialy, qui était mon voisin en Provence, me disait souvent, tu sais, il faut que tu ailles sur scène, il faut que tu racontes comme tu racontes entre copains tes souvenirs, tu as vécu tellement de choses. J'ai eu envie d'aller sur scène, je vais appuyer sur pause, je vais aller passer 1h30 dans des théâtres à l'italienne, et je dis, voilà, on va feuilleter notre album de famille, mes souvenirs sont les vôtres. Et ça commence par l'arrivée d'un môme de 22 ans dans une petite rue magique qui est Cognac-G, et je leur parlerai de mon Johnny à moi, mon Zitrone à moi, mon Delon, mon Belmondo, ce que Remichel... Moi, j'y suis toujours pas. Hein, Vous êtes trop jeune. Ah, d'accord. Alors, j'imagine qu'à votre âge, le stand-up, c'est assis quand même, non? Non. J'ai une autonomie de 1h45 debout. Puis Charles Aznavour, qui est mon voisin, qui est le plus jeune, 91 ans et demi, m'a dit... Faut y aller, Michel, faut y aller. Alors, je vais y aller. Voilà, c'était la P1 de SLT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Ina Modja, Enrico Macias, Michel Drucker, Jean-Michel Jarre,
Michel, c'est vrai que vous m'avez jamais invité dans Vivement Dimanche. Mais c'est prévu. Avec votre épouse. Ouais, avec mon épouse. C'est-à-dire qu'en fait, vous m'invitez parce qu'il y a ma femme. Évidemment. Moi, vous m'invitez pas. Non. Alors que vous avez invité Laurent Baffy, quand même. Laurent Baffy. Mais c'est qui, Laurent Baffy? C'est un enculé. Ouais. Écoutez, ce soir, Michel, j'aimerais avoir enfin mon interview Vivement Dimanche. On y va? Il faut le chien. Ouais, il faut le chien. Bonjour, un Vivement Dimanche exceptionnel. Je reçois la référence. C'est Thierry Ardisson. D'ailleurs, on le voit tout de suite puisque le public est plus jeune de 40 ans. Eh, ta pute est vieille, là. Alors, Thierry, Michel. vous en avez rêvé, nous aussi, la France entière attend ce moment. Vous êtes une idole, vous êtes la référence, le roi de la pub, de la presse, de l'édition. Comment vous avez réussi tout ça? Parce que déjà, je suis assez exceptionnel. Ouais. Je crois qu'on peut le dire. J'ai quelque chose que les gens n'ont pas. C'est vrai. Tout ça, je le fais sans bosser. Sans bosser. Je passe mes nuits à prendre de la coke avec des mannequins dans des boîtes de partout. Pour la première fois, en 17 ans, le public de Vivement Dimanche découvre un mot qu'il ne connaissait pas, partouze. Partouze, voilà. Est-ce que tu es fier d'être considéré comme le meilleur coup de Paris? Écoute, oui, parce que je pense qu'à 66, bientôt 67... Ah, tu les fais pas, tu fais Ouais. 64 et demi. Hein. Ouais. Le plaisir que je donne à ma femme est absolument incroyable. Et elle est très attachée à moi. Alors, c'est quoi une bonne interview pour toi, Thierry? Est-ce que une bonne interview doit se terminer de temps en temps par « Est-ce que Sucé s'est trompé ?» Toujours. 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 Appel Caroli, si vous me regardez, un jour, tout le monde en parle, s'arrête. Ouais. La France est en larmes, les rues sont désertes, il y a des foules immenses devant ton domicile, à genoux, qui supplient le retour de tout le monde. Il y a un mec qui s'est immolé par le feu devant France Télévisions, quand même. Alors, tu quittes France 2, Ouais. tu arrives à Canal, Oui. où tu retrouves ta liberté de ton, tu retrouves la cam, tu retrouves les putes, tout ce que tu aimes. Quoi. C'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles, à l'époque, j'ai choisi Canal. Ouais. Sauf que quand je suis arrivé sur Canal, c'était fini. Et là, tu découvres ce que j'ai découvert le premier, la verveine. Voilà. La verveine, tu te couches tôt, Voilà. tu commences à faire du sport, Oui. ça se voit. Oui. Tu commences à t'habiller de toutes les couleurs, Oui. ça se voit. Ça se voit. D'où te vient ce magnétisme avec les femmes? Bah écoute, c'est Tu une... n'attendais pas celle-là, non? Non, mais... D'où te vient? C'est-à-dire qu'en fait, je connais bien les femmes, puisque j'en ai été une moi-même. Bien sûr. Et donc, je sais les séduire en devenant une femme. Absolument. Donc, elles ont l'impression d'avoir quelqu'un comme elles, et ça marche très bien. Qu'est-ce qui te manque, toi qui as tout réussi? Coucher avec toi. Ça, J'ai tout eu sauf ça. écoute, ton Vivement Dimanche se termine. C'est génial, je te remercie. Non, c'est pas fini. C'était Je le rêve voudrais de ma remercier ta femme, Audrey. Oui. Ton producteur, Stéphane Sy. Bien sûr. Jacques Sanchez. Oui. Ma femme, ma chienne, mes copains, tes techniciens, Didier Frolly, le réalisateur. Bien sûr, La liste Didier. est trop longue. La semaine prochaine, à ta place, Sheila, avec une question. Est-ce qu'elle est morte? Jean-Michel Jarre, rebonsoir. Cet album, Oxygène, s'est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde. Vous avez vendu, Jean-Michel Jarre, 80 millions d'albums. Bravo.
Alors, Jean-Michel Jarre, R, Sébastien Tellier, Cassius, Daft Punk, Kavinsky vous doivent beaucoup. Vous êtes le pionnier de l'électro, le père de la French Touch. À part le ménage à trois et les grèves, il y a peu de domaines où les Français sont meilleurs dans le monde. Hein. Franchement. Alors, il y a 80 millions de disques, et puis il y a les concerts. Vous vous déplacez pas à moins d'1 million de personnes. À 200 000, pour vous, c'est un showcase, quoi. On regarde à quoi ça ressemble. Je l'ai déclaré dans le magazine GQ, je me suis fait vampiriser par ces méga concerts. C'est de l'adrénaline pure qui vous accroche, en fait. Oui, non, c'est vrai que j'ai fait pour la première fois un concert qui était assez expérimental. Il y a 1 million de personnes qui sont venues à la Concorde. J'ai mis 1 an à m'en remettre. Il y a eu Houston avec Bush qui était bourré, avec la NASA, le Ku Klux Klan. Enfin, il y a eu des moments extrêmement forts. Il y a eu Jean-Paul II à Lyon. Ça a été quand même un truc extraordinaire, parce qu'il y a des menaces, il y avait... Enfin, c'était à chaque fois, vos concerts étaient des événements à la fois musicaux et sociétaux. C'est vrai que le concert de Houston, au départ, moi, je voulais pas aller au Texas. Et puis, il y a cette volonté de la NASA de participer à ce concert. Et du coup, je me retrouve au milieu des astronautes. Et puis, l'idée vient d'avoir qu'il y ait un des astronautes qui puisse jouer dans l'espace, en direct, avec nous sur scène. Et puis, ça sera la tragédie de Challenger. Moi, je veux arrêter le concert. Les astronautes m'appellent en me disant « il faut que tu le fasses pour nous ». Et donc, du coup, ce concert devient un concert historique aux États-Unis. Puis je crois que c'est toujours aujourd'hui le concert qui a réuni le plus de monde. Alors, j'ai failli vous mettre dans TTO, parce qu'on a cette rubrique dans l'émission. Ça fait 8 ans qu'on ne vous a pas vu. Mais ce que je sais maintenant, c'est que sur ces 8 ans, vous avez passé 4 ans en studio, jour et nuit, pour fabriquer votre nouvel opus. Ça s'appelle Electronica 1 de Time Machine. C'est chez Columbia, Allemagne, Sony Music. Tous les morceaux sont des collaborations avec des artistes. Il y a des vieux, il y a Tangerine Dream. Alors Tangerine Dream, c'est le krautrock, c'est vraiment comme Kraftwerk, quoi. Il y a Pete Townshend des Who. C'est lui qui a introduit le synthé et les séquenceurs dans le rock, avec des morceaux comme Baba O'Reilly et l'album Who's Next. Bien sûr. Il y a des vieux, donc comme Pete Townshend, évidemment, John Carpenter, Laurie Anderson. Il y a des moins vieux. Il y a Massive Attack, les rois du trip-hop, R, Moby. M83 aussi. M83, que l'on retrouve sur votre clip Glory. Voilà, ça s'appelle Glory avec M83, Jean-Michel Jarre, extrait de Electronica 1. Il y a aussi, en mars, Electronica 2 qui va sortir. Il y aura Christophe, Sébastien Tellier. Vous avez toujours été un pont entre la musique électronique et la pop musique, en fait.
j'ai toujours eu envie très tôt de faire ce pont entre, au fond, une musique qui était considérée comme une musique d'extraterrestre au moment où je la commence, et puis le lien avec la pop musique qui sont mes racines. J'ai joué dans des groupes de rock et j'avais envie de lier les deux. Il faut dire quand même que vous avez de qui tenir. Votre grand-père, qui jouait du hautbois, est l'inventeur de la première table de mixage de Radio Lyon et l'inventeur du fameux tourne-disque Tepaz. Déjà, c'est une base quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Ensuite, votre père, c'est le compositeur Maurice Jarre, qui avait fait Docteur Zhivago, Laurence d'Arabie, etc. Alors, c'est vrai que votre père, il était moins bon comme père que comme compositeur. Oui, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Bon. C'est plus facile d'avoir un conflit ouvert avec son père, d'être en rébellion, ou même finalement que son père décède. Ouais. Parce qu'on peut en faire un deuil, ouais. Mais une absence ou une indifférence, c'est une béance qu'on a du mal à, on a du mal à gérer. Il est parti en 1953, vous aviez 5 ans, il est parti à Los Angeles, vous êtes resté avec votre mère, grande résistante, déportée à Ravensbrück, faut-il le dire, qui était vendeuse de robes aux Puces de Paris. Elle a monté un stand aux Puces qui s'appelait Artémise et Cunégonde, qui existe toujours, et qui était spécialisé dans les vêtements anciens et les robes anciennes, voilà. Effectivement. Pour vos 10 ans, votre mère vous emmène dans un club de jazz, parce qu'elle était amie avec la patronne du club, et là, vous passez vos 10 ans avec Chet Baker, John Coltrane et Don Cherry. Don Cherry, le père de Néné Cherry. Et effectivement, je traînais là, et Chet Baker m'a assis sur le piano et a joué pour moi, ce qui était une de mes premières émotions musicales. Alors ensuite, vous faites du rock'n'roll au départ. Avec un groupe qui s'appelle les Dustbin. Il y avait les Dustbin, il y avait aussi Mystère 4. Oui, exactement. Et en mai 1968, vous rencontrez Pierre Schaeffer du GRM, le groupe de recherche musicale. Vous découvrez la musique électronique, Stockhausen, Varese, Pierre Henry. Voilà, c'était la révélation pour vous, quoi. Oui, ça a été la première fois qu'il y avait des gens qui considéraient la musique non pas seulement en termes de notes et fondée sur le solfège, mais en termes de son. C'est-à-dire des gens qui se baladaient avec un micro dehors, qui allaient enregistrer le son de la pluie ou le son du vent pour en faire de la musique. Alors, au début des années 70, vous êtes le plus jeune compositeur joué à l'Opéra de Paris pour l'inauguration du plafond de Chagall. Et c'est là que vous composez la musique de Sport en Fête. C'était une sorte de grand écart. Alors, Jean-Michel, vous avez toujours été à l'avant-garde de votre temps. D'ailleurs, on peut voir sur cette photo, dans les années 70, vous aviez déjà votre propre téléphone portable que vous aviez mis au point. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Tu lui parlais, là. Non, mais sa carrière est très impressionnante. Ouais. Et le meilleur est à venir. Il lâche rien, il lâche rien. Au mois d'avril, je vais lui consacrer tout un dimanche. Au mois ah ouais, voilà. Ouais. Lui, il a tout un dimanche. Non, mais le vôtre sera déjà passé. Moi, personnellement, je suis là comme un Non, je passerai après, je passerai après. Le vôtre sera sans doute passé, mais... Il est génial, Drucker. Il fait son casting dans mon émission. Il est fort. Ina Modja, bonsoir. Alors Michel, vous avez reçu Ina le 4 octobre 2009 dans Vivement Dimanche. Elle était venue pour chanter ça. Mr. H, come give me some happiness. Mr. H, come show me some love. Mr. H, come give me some tenderness. Mr. H. C'était sa première télé. Vous l'avez revue depuis. Ou est-ce qu'elle vous avait donné un faux numéro de téléphone, Michel? Je suis content de la revoir. On avait parlé de Bamako, du Mali. Vous n'avez pas pu la revoir, quoi. Non, voilà, mais c'est pas organisé comme vous vouliez, quoi. Et en 2011, il y a eu ça. Et maintenant, il y a ça.
formidable. Alors, moi, je trouve ça bien. Mais ce qui est important, c'est que Jean-Michel trouve ça bien. C'est vrai, c'est top. Hein. Formidable. Franchement, c'est d'une modernité totale. Formidable. Bravo. Vous évoluez très bien. C'était extrait de Motel Bamako, votre 3e album, l'album du retour aux sources, en fait. Vous dites « Je vis à Paris, mais il était temps de rappeler que je suis 100% malienne ». Alors, c'est vrai qu'il y a des rythmes hip-hop dans l'album, mais il y a aussi des guitares mandingue, il y a des flûtes peul. Vous chantez en bambara, qui est la langue nationale du Mali. Et puis, Tombouctou parle de la guerre au Mali. Vous dites, j'ai des amis musiciens dans le nord du Mali. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas le droit d'écouter de la musique à la radio. Oui, la musique a été bannie dans le nord du Mali, comme la radio et la télévision, et même le sport. Les gens sont privés de toute liberté. Et de savoir qu'une ville mythique comme Tombouctou, qui est quand même une ville très importante, ne soit pas libre, c'est quelque chose qui m'embête. Il y a un film formidable qui s'appelle Timbuktu, qui est extraordinaire, où on voit effectivement l'arrivée des djihadistes dans la ville, ce que ça change. Alors, votre père est diplomate. Dès votre plus jeune âge, Ina Modja, en fait, Modja, c'est pas du tout son nom. Modja, ça veut dire la mauvaise. Quand elle était petite, sa mère l'appelait Modja. Hein, c'est ça. J'étais terrible, j'étais turbulente et on est 7 enfants, plus 3 cousines que mes parents ont élevées, donc à 10... Vraiment, à l'époque, vous n'arrêtiez pas de brailler quand vous étiez petite. J'étais insupportable, j'étais très turbulente. Et donc, c'est votre père qui vous a fait découvrir Ray Charles, Otis Redding, la Tamla Motown. Oui. D'ailleurs, vous avez quelque chose de Diana Ross. Hein. Merci beaucoup. Alors, enfant, vous mettez une perruque, vous imitez les choristes, les backup singers, et vous commencez à écrire, à composer à l'âge de 14 ans. Oui. Hein? Je suis née, j'ai grandi à Bamako et à Accra, au Ghana. Et je pense que le fait de venir d'une grande famille, j'avais besoin de trouver quelque chose qui m'appartenait ou où je me mettais dans une bulle. Et ma chambre, c'était ça. Alors, c'est là que vous allez frapper à la porte de Salif Keïta. Il vous branche avec le Super Rail Band de Bamako. Et là, ça y est, vous rentrez dans le truc, quoi. Oui, j'apprends surtout, parce que moi, je n'ai pas fait de conservatoire, donc j'avais besoin d'écouter, de voir les autres faire pour comprendre comment ça fonctionnait. J'étais passionnée. Alors, vos parents tiennent à ce que vous terminiez vos études, vous déménagez à Paris, vous devenez mannequin, mais le succès arrivera vraiment quand vous redeviendrez une femme. Oui. En effet, à l'âge de 4 ans et demi, vous avez été excisée, à l'insu de vos parents, d'ailleurs, qui étaient en voyage. C'est une grand-tante, en fait, qui s'est occupée de ça. À ce moment-là, on habitait à Accra, et avec ma mère et mon petit frère, on était partis à Bamako pour des démarches qu'elle devait faire, et elle est sortie un jour, et elle est rentrée, et j'étais excisée. Un jour, dans Elle, vous lisez un papier sur le docteur Foldes, qui reconstruit les clitoris. Alors, ce qu'il faut dire à propos du clitoris, c'est qu'en fait, la partie extérieure est très petite, mais la partie intérieure est beaucoup plus grande. Complètement, complètement. Ce qui fait qu'on peut reconstruire le clitoris assez facilement, finalement. Et vous êtes devenue Superwoman. De savoir que c'était possible de réparer l'excision, pour moi, je suis tombée des nues parce que je n'avais aucune idée. Bien sûr. Que personne ne sait exister. Que c'est réparable, en fait, oui. Non. Et donc, quand j'ai découvert ça, ma vie, c'était mon but de me faire réparer. Et après l'opération, j'ai eu l'impression d'être complète. J'avais l'impression qu'il manquait le symbole le plus important de ma féminité. J'avais l'impression d'être moins bien. Est-ce que c'est pour ça que votre premier mariage avec le grec n'a pas marché ? Sans doute, parce que je ne me... Comment vous savez ça ? Je sais tout. Je sais tout, Ina. Oui, mais je pense que quand on n'est pas complet et qu'on recherche quelque chose chez l'autre qu'on ne trouve pas chez soi, c'est difficile de faire marcher un couple ou une histoire. En tous les cas, vous allez bien ? Ça va très bien. C'est super. Merci beaucoup. On passe maintenant au dossier de la semaine avec Désintox. Et c'est le philosophe et éditeur
François Livonnet, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Désintox de ce soir, l'animateur télé. On nous cache tout, on nous dit rien. Avant, quand un animateur télé voulait se faire passer pour un artiste, il enregistrait une petite chanson. Elles sont fritas, les bananas. Aujourd'hui, quand un animateur se prend pour un artiste, il doit faire le clown. Après les one-man shows d'Arthur et de Coé, il y a eu celui de Courbet. Vous étiez au courant? Et puis celui de Patrice Laffont, l'ancien de Fort Boyard. Peut-être sont remontés jusqu'aux aisselles. Et puis celui de Catherine Laborde, la dame de la météo. La sémillante Catherine Laborde, mon cul, oui. Aujourd'hui, même Drucker s'apprête à se lancer dans le comique. Je me jette à l'eau, j'ai le trac, mais j'ai envie. C'est fini le temps où le fou rire à la télévision était considéré comme une faute professionnelle. C'est horrible. Désormais, la rigolade est obligatoire. C'est devenu l'ingrédient indispensable du succès. Alors, vous bougez pas trop, hein, parce que dans quelques instants, on va parler du stress excessif. Pas étonnant qu'en provoquant des fous rires irrésistibles, Michel Simès soit devenu l'animateur préféré des Français. Voilà. Plus on s'esclaffe, plus l'audience grimpe. Du coup, certains animateurs se forcent un peu à rigoler. À défaut d'avoir fait le conservatoire, Hanouna a fait une école de commerce. Résultat, il en fait des tonnes, mais ça lui rapporte des millions. Faut dire que Vincent Bolloré adore la rigolade. La preuve, le nouveau patron de Canal+, aurait signé un contrat de 250 millions d'euros sur 5 ans avec Hanouna. Tout ça pour qu'il n'aille pas bosser chez les concurrents de TF1 et d'M6. Si les milliardaires investissent aujourd'hui dans le comique, c'est parce qu'en ce moment, la demande est très forte. Faut dire que l'actualité est stressante. Avec tous ces faits divers atroces, la guerre un peu partout et le chômage qui augmente, on a besoin de se changer les idées. Du coup, rien de tel qu'une bonne rigolade pour se vider la tête. L'avantage, c'est qu'une fois que les comiques ont vidé la tête du public de tous les soucis qui l'encombraient, eh ben ça laisse de la place disponible dans la cervelle du téléspectateur. Comme ça, on peut fourguer un max de messages publicitaires. Voilà, c'était Désintox, signé Blacko, mise en image de Julien Grappe. François Livonnet, bonsoir. Vous êtes philosophe, éditeur, et vous avez publié en 2012 un essai qui avait fait beaucoup de bruit, Homo comicus, ou l'intégrisme de la rigolade chez Fayard. Bienvenue parmi nous. Alors, vous critiquez dans Homo comicus l'intégrisme de la rigolade. Fabrice Lucchini parle de tyrannie du rire. Pour vous, les vannes courtes, efficaces, les slogans percutants annihilent la pensée et empêchent toute réflexion politique sur les problèmes de notre époque. Il y a un agacement devant cette multiplication, en effet, de la rigolade, du ricanement institué, de l'obligation dans laquelle on est de rire. Le matin, vous écoutez la radio, il faut rire. D'ailleurs, il y a des rires d'accompagnement pour vous rappeler que le rire est une obligation. Et cette invasion du rire dans tous les médias fait qu'on se demande quelle place il reste, simplement pour le propos, quand je dis sérieux, c'est un propos argumenté, qui demande un peu de temps, qui ne se contente pas de slogans. Alors, vous reprochez aux humoristes de remplir le vide en s'érigeant en donneurs de leçons. Vous dites, au sujet de Canal+, ils sont convaincus de participer à un travail citoyen, à inviter les gens à réfléchir, alors qu'on est dans un humour langue de bois. Ils ont en effet une très grande prétention. Ils ne se contentent pas de faire rire. Certains prétendent avoir des missions pédagogiques. Un message. Par conséquent, je trouve que là, il y a un abus de terme, ou farceur ou faiseur. Mais en tout cas, c'est assez inquiétant. Vous avez raison, moi-même, je fais des vannes dans mon émission. J'ai des auteurs qui m'écrivent des vannes pour faire rigoler les gens. Ben, c'est pas fou ce que vous dites. Alors, la dictature de l'humour, selon vous, gagne du terrain. Les animateurs de télévision veulent tous monter sur scène. Arthur, Courbet, Patrice Laffont, Coé. On parle de Karine Le Marchand et Michel Drucker. Ce que je vais faire, moi, c'est plus raconter ce que j'ai vécu. Il y aura des choses drôles, je l'espère, à mon insu, mais je ne suis pas ni un humoriste, ni un imitateur, etc. Et j'ai une question à vous poser. Vous pensez-vous que la dictature de la vanne et l'obsession de la dérision tuent la réflexion ? Ah oui, c'est-à-dire que la vanne, c'est
le bon mot, c'est l'immédiateté du bon mot qui répond au bon mot. Et puis, c'est la logique du clip. Nous sommes dans l'instantané. La réflexion, ça suppose tout simplement du temps et de la patience. Mais qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Non, mais ça, c'est une autre question. Beaucoup de choses. C'est une bonne question. Oui, mais beaucoup de choses me font rire. Je sais pas, la littérature anglaise est d'un humour extraordinaire. Il y a des humoristes qui sont très drôles. C'est pas mon rire. Je pose une question plus directe. Qui sont les humoristes en France qui vous font rire et ceux qui vous Rollin, par exemple, vous qui vous concernent? Je vous réponds. Oui. Dire que si Rollin le fait rire... Je constate simplement, si vous voulez, qu'il y a actuellement dans les médias une double calamité convergente. D'un côté, vous avez le règne des experts. Il y a des experts de tout. Vous avez un petit problème dans le Bas-Poitou, vous avez un spécialiste de la géopolitique du Bas-Poitou. Il y a donc cette première calamité. Et l'autre, ce sont les amuseurs. Les amuseurs qui, eux, sont les agents du bien, parce qu'ils ne se contentent pas de faire rire. Ils prétendent donner des leçons de morale. Et vous êtes un marrant dans la vie, vous? Mais écoutez, ça c'est un autre problème. Je suis pas non, là mais j'aimerais pour... savoir ce qui vous fait rire, vous. Mais vous m'avez posé la question, je vous réponds, mais vous êtes en train de me faire rire par votre insistance. Par conséquent, votre interrogation est déplacée. C'est pas mon objet. Je cherche pas à faire rire. Non, mais indépendamment de ça m'amuserait de savoir. Moi, j'essaie d'analyser un phénomène, tout simplement. Oui. Alors, chez les animateurs, il y a deux raisons. Il y a soit le mec dont l'envie de faire rire est profonde et la télévision n'est qu'un moyen de se faire connaître, mais en fait, ce qu'il veut le mec, c'est aller faire des one-man sur scène. Et puis, il y a aussi l'animateur qui en a marre d'être un passe-plat, d'être un faire-valoir, qui passe son temps à vanter les produits des autres, qui veut exister par lui-même. Et c'est vrai qu'il est ravi, il faut le dire. C'est votre cas, Michel. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens viennent, ils payent. Ils vont vous voir dans une salle, donc c'est très valorisant quand même, non? Oui, mais ils viennent pas pour assister à un spectacle d'humour, hein. Ça n'a rien à voir, mais je ne suis pas un comique. S'il y a des choses drôles, je serais content, mais il y a des choses aussi émouvantes. Oui. Et puis il y a aussi une chose très importante, c'est l'autodérision. Alors Jean-Michel, tout doit être drôle maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On a quand même le choix aussi d'éviter les gens qui... On peut zapper. On n'est pas en dictature. Donc en fait, finalement, s'il y a des gens qui vous gênent en tant qu'humoriste, on peut toujours aller sur France Culture. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous avez, je sais pas, on convoque un intellectuel, entre guillemets, sur un plateau de télévision, très vite, cet intellectuel doit cesser d'argumenter pour entrer dans la logique du rire et d'être capable d'entrer dans la dérision. Sinon, il devient grotesque. Oui, enfin, ceci étant, avec Finkielkraut, Zemmour et toute la bande, on se mord pas beaucoup, hein, quand même. Hein. Mais faut-il absolument l'impératif de se marrer? Il y a un temps pour tout. On peut ne pas se marrer aussi. Non, en même temps, vous êtes obligé de reconnaître quand même que le rire est partout. C'est-à-dire qu'Obama... Non, mais Obama, il fait des vannes à la télé, il fait des tweets marrants. Dans le sport, maintenant, un sportif qui n'est pas en même temps drôle, ça passe pas. Dans le business, on a découvert que le rire était un outil de management. Alors, est-ce qu'après l'ubérisation du monde, on n'est pas parti pour la anonymisation du monde? C'est le début de la fin. Donc c'est la forme, on pourrait dire, achevée de ce qui est déjà un processus émergent avec Ruquier, qui va aboutir finalement dans le comble à la fois du mauvais goût. Cyril, si tu nous regardes... Non, mais c'est un trait qu'on trouve également chez Ruquier. Ces gens ricanent en permanence. On ne sait pas s'ils rient d'eux-mêmes, des plaisanteries de la veille, des plaisanteries du lendemain. On ne sait pas. Mais cette mimique... Cette mimique, eh bien, très bien. Vous citez deux exemples d'humoristes au départ. Le rêve d'Hanouna, c'était, quand je l'ai connu, il préparait un stand-up. Ruquier vient de la scène. Le terme de chansonnier, c'est ce qui se rapproche le plus de lui, mais il a toujours fait rire, Laurent. C'est vrai. Écoutez, on ne s'est pas beaucoup marré, mais en tous les cas, c'est intéressant. François Livonnet, merci d'avoir été avec nous. Jean-Michel Jarre, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Guillon et notre terrien du samedi 20h, Enrico Macias. À tout de suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie d'Ina Modja, d'Enrico Macias, de Michel Drucker. Alors Enrico,
La meilleure façon de vous présenter, c'est ça. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Et il y a ça. Même quand je n'ai pas un dollar, je chante et j'oublie mon cafard. On m'a surnommé l'oriental, car moi je suis sentimental. Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrissent mais l'amour et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. Et le cœur de la ville abattu sous mes pas, de Passy à Belleville, tout à Paris, tu m'as pris dans tes bras. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Oui, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Mon cœur d'attache, c'est toi le toit de ma maison. C'est toi, l'histoire de mes chansons. C'est toi, mon chemin d'horizon. C'est toi. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche, qu'ils soient un démon, qu'ils soient noirs ou blancs, il a le cœur pur, il est toute innocence. Qu'il soit né d'amour ou par accident, malheur à celui qui blesse un enfant. Pour toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Enrico Macias. Alors, on a retrouvé Enrico des cassettes de vos chansons dans une cache d'Oussama Ben Laden. C'est marrant, j'aurais plutôt pensé qu'il aurait la bombe humaine, moi. C'est bizarre. Au départ, j'ai cru que c'était un canular. Ouais. Mais après, j'ai appris par la BBC que c'était vrai. Vous racontez votre histoire dans un livre publié au Cherche Midi intitulé « L'envers du ciel bleu » et à 20h dans Salut les Terriens. Voilà. Dans un instant, Stéphane Guillon, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. Jusqu'ici, tout allait bien. Voici Stéphane Guillon. On commence avec l'information la plus importante de la semaine, publiée dans l'Express. Lors d'un dîner organisé chez lui, Michel Drucker a offert à François Hollande 2 paquets de couches-culottes pour sa chienne, un labrador dénommé Philae. Très touché par cette marque d'affection, le président a souhaité remercier Michel. Michel Drucker, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés,
Je tiens à vous remercier pour ces 2 paquets de couches jetables achetés chez Animalis et qui serviront à protéger le mobilier national. Je tiens à rappeler que depuis les années 60, Michel a toujours gâté les labradors présidentiels. Une girafe qui fait coin-coin au chien de Pompidou, une babale à Samba, un doudou à Baltique, et au labrador de Sarkozy qui était nerveux et dégénéré, un frisbee. En revanche, Michel, qui est un patriote, n'a jamais envoyé de couronne de fleurs quand la chatte de Marine Le Pen a été dévorée par le Doberman de son papa. Michel Drucker, au nom de nos 30 millions d'amis, je vous remercie. Vive la France et vive la République. Social. Les 5 salariés d'Air France arrêtés chez eux à 6 h du matin passeront devant le tribunal correctionnel le 2 décembre. Bien fait pour eux. On ne déchire pas une chemise, c'est hyper grave. Quand on sait qu'au Bangladesh, il y a des enfants qui gagnent 1 € par jour pour tisser nos chemises, eh ben on les respecte. Bien fait pour eux. Hein? Ils vont pas nous faire chier longtemps, les pauvres. Excusez-moi Thierry, je m'énerve en tout début de chronique, en plus devant Michel, qui est la gentillesse incarnée. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Jérôme Cahuzac, qui a planqué plusieurs millions d'euros, n'a jamais été arrêté, aucune date de procès. Est-ce qu'on peut voir sa photo? Voilà. La classe, le sang-froid, un physique de commandant de bord. Le gars, il est chirurgien capillaire, il greffe des cheveux. Grâce à lui, il y a des dizaines de vedettes du showbiz qui ne sont pas chauves. Il est dans le don, la générosité, il n'y a pas de violence. Médecine, les Français toujours aussi réticents à l'idée de se faire vacciner contre la grippe. Bah oui, il faut dire aussi... On se souvient tous de la photo de Roselyne Bachelot se faisant vacciner. Hein. À l'époque, elle était ministre de la Santé, docteur en pharmacie, et aujourd'hui, elle est chroniqueuse sur D8. Hein. Elle parle chiffon, potin de star, et elle s'extasie sur la taille du sexe d'un rugbyman. Il y a des effets secondaires graves. Faut faire gaffe. Que faire des squelettes du musée de l'homme, s'interroge le journal Le Monde. En tout cas, il faut les respecter. Des gens qui ont voté pour les Tibéri pendant des années, on les respecte. C'est bon, ça. Politique, François Hollande surnomme Najat Vallaud-Belkacem Pimprenel. Si Najat, c'est Pimprenel, François Hollande, c'est Nounours. Ouais. Le marchand de sable, celui qui nous endort, Michel Sapin. Et l'ami de Pimprenel, qui fait Nicolas, c'est Manuel Valls. Eh oui. Bonjour les enfants, c'est Nounours. Est-ce que vous savez où est Nicolas? Dans le bureau de Pimprenel? Encore? Ça ne peut plus durer. Mon échelle, et hop, je descends. Poum, 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 poum. Dis-moi, Nicolas, où étais-tu hier? J'étais à Roland-Garros avec Pimprenel pour parler de la réforme de l'école. Et avant-hier, avec Pimprenel, dans une usine pour parler des enseignants. C'est ma responsabilité. Et il y a 3 jours, j'étais toujours avec Pimprenel au théâtre pour parler des rythmes scolaires. Nicolas, ça ne peut plus durer. En tant que chef du gouvernement, tu dois t'occuper de tous tes ministres. Bonne nuit, les petits. Sport, nouveau scandale dans le monde du foot. Après la sextape de Valbuena, 1m62 pour 67 kilos. La sextape de Zlatan, 1m95 pour 95 kilos. Ouais.
Cinéma, sortie en salle du film Le Nettoyeur. Alors, je l'ai vu, c'est super, super. C'est l'histoire d'un tout petit bonhomme, très nerveux, qui a une dizaine d'affaires judiciaires aux fesses, et à chaque fois, il s'en sort. Il nettoie. Tous ceux qui lui barrent la route, il nettoie. Au Karcher, Copé, Fillon, Juppé, toutes ces grosses taches, il les élimine. Soude, ammoniac, acide, il ne laisse plus rien. Sarko, c'est Monsieur Propre. Monsieur Propre, tout si propre que l'on peut se voir dedans. Monsieur Propre. On termine avec un hommage suite au très beau portrait de Michel Onfray sur Michel Drucker. Un autre philosophe, Alain Finkielkraut, a tenu à saluer notre Mimi nationale. Je tiens effectivement à rendre hommage à Michel Drucker. À une époque où la télévision est devenue un gigantesque pipe show, une glace sans teint derrière laquelle le spectateur observe sans être vu, où le buzz et la mise à mort sont monnaie courante, la gentillesse et la bienveillance de Michel Drucker sont profondément salvatrices. Taisez-vous, taisez-vous, je voudrais terminer. Cette gentillesse que d'aucuns qualifieront d'obséquieuse nous lave en vérité des attaques répétées de certains humoristes qui n'ont de cesse pour exister que la médisance, la moquerie et la méchanceté. Il est paradoxal de constater qu'il est plus difficile de nos jours de dire à quelqu'un « je vous aime » que de le dézinguer. Je voudrais, et j'en aurais terminé, taisez-vous, je voudrais dire, et ce n'est pas anodin, que la personne qui a été le plus invitée par Michel Drucker ces dernières années sur son canapé, ce n'est pas un être humain, mais un canidé, un chien. Une réponse magnifique et définitive s'il en était au chacal, au loup, au renard qui gangrène aujourd'hui la société du spectacle. Je quitte cette émission. Bravo! C'était Stéphane Guillon. Bravo Stéphane. Comme vous pourrez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr et en tournée dans toute la France. Et maintenant, on passe à notre terrien du samedi 20h. Enrico Macias, bonsoir. Vous êtes né le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie. Votre père était violoniste professionnel, votre mère femme au foyer. Alors, à Constantine, les Juifs sont installés depuis 2000 ans. Ils constituent un quart de la population. Ils parlent arabe. Ils s'habillent en arabe. Moi, je me rappelle que ma grand-mère était habillée avec la gandoura, le haïk, je savais, le truki, le voile, tout ça. Ce décret Crémieux, en 1870, qui fait des Juifs d'Algérie des citoyens français à part entière, est-ce que ça n'a pas provoqué la jalousie des musulmans? Bien sûr. Parce que, après tout, on dit l'Algérie, c'est la France, c'est un département français, contrairement au Maroc ou à la Tunisie. On dit les Juifs sont français et les Arabes. Ben justement, ça a été un problème parce que les musulmans n'ont pas eu la même chance que les Juifs de bénéficier de la nationalité française. Ils l'auraient bien accepté, mais je crois que c'est une des causes de la guerre d'Algérie. Bien sûr. Pas seulement la cause. Hein, mais il y a une deuxième cause, c'est que pendant la guerre de 40, on a dit aux Arabes, faites la guerre avec nous, vous aurez quelque chose après la guerre. Ils n'ont rien eu du tout. En 1945, ils se sont révoltés à Sétif. Oui, les Juifs et les musulmans ont fait la guerre 14-18, ont fait la guerre 39-40, et les Juifs ont eu la chance d'être français et les musulmans non. Alors, le 5 août 1934, il y a un premier pogrom sur le sol algérien à Constantine. Un Juif aurait uriné sur le mur d'une mosquée.
Ce qui est faux, parce que l'imam l'a reconnu après, mais des dizaines de juifs sont massacrés. Et d'ailleurs, il y a un carré au cimetière de Constantine. Il y a toutes les victimes de ce massacre, dont une grosse partie de la famille de ma maman. Et votre mère, qui a vu sa sœur se faire tuer au couteau avec les 2 enfants, a eu les cheveux blancs instantanément. Elle a les cheveux blancs à l'âge de 18 ans. Voilà. Parce que c'est pas seulement sa sœur, mais toute sa famille, presque toute sa famille. Alors en 1940, le gouvernement de Vichy abroge ce fameux décret Crémieux. Donc c'est le retour à l'indigénat, mais en pire. C'est-à-dire que les Juifs, pendant l'époque de Pétain, sont chassés de la fonction publique, interdiction d'être médecin, avocat ou commerçant ou entrepreneur. Ils sont chassés des écoles, donc c'est une période très dure pour les Juifs de Constantine et d'Algérie en général. Et il faut attendre 1945 pour qu'ils soient de nouveau français. Moi, je me rappelle qu'à l'âge de 5 ans, je devais rentrer à l'école. Et à cause des lois de Vichy, je n'ai pas pu. Ouais. Donc je suis rentré 1 an plus tard. Voilà, alors votre père joue du violon avec Raymond Léris, Cheikh Raymond, ou Tonton Raymond, formidable artiste de Malouf. Un génie. Un génie de la musique judéo-arabo-andalouse. Bravo d'avoir dit judéo. Ouais. Parce que les Juifs et les musulmans et les berbères constituaient toute la culture algérienne. Ouais. Alors, vous voulez imiter votre père, vous construisez un instrument de musique avec 3 morceaux de bois et 6 élastiques. Exact. Et ce n'est qu'à l'âge de 10 ans que votre grand-mère vous offre votre première guitare. Oui, ma grand-mère, elle me gâtait comme c'est pas permis parce que elle avait un fils qui est mort à l'âge de 8 ans, qui était donc le frère de mon père, qui s'appelait Gaston. Et quand je suis né, moi, c'est juste après la mort de mon oncle. Ouais, déjà, vous appelez Gaston à cause de ça. Voilà. Ah oui. Voilà. Alors après, c'est la guerre qui commence, effectivement. Le 1er novembre 1954, c'est la Toussaint Rouge dans les Aurès. Les premiers assassinats. Une institutrice qui avait été assassinée. Le 20 août 1955, des dizaines de gens sont massacrés dans le Constantinois. Et à la rentrée 57, vous partez en métropole. Vous partez au lycée Carnot à Fontainebleau. Oui. Là, c'est la douche froide. D'abord, bon, le temps, la France. Mais c'est la douche froide à tous les sens du terme, parce que vous êtes victime, effectivement, de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il y a un élève qui vous dit « J'aime toutes les races, les seuls que je supporte pas, c'est les Juifs. » Parce qu'il me prenait pour un musulman. Ouais. Parce que j'avais les cheveux frisés, j'étais bronzé et tout ça. Et il me dit ça, bon, c'était le premier jour, c'était le jour de la promenade. Je venais d'arriver. Et il me dit ça, je me suis battu avec lui, je l'ai frappé. J'ai mis un coup de poing, et puis bon, le censeur m'a appelé. Ça s'est bien terminé. Mais quand même, j'en ai souffert. Parce que l'antisémitisme, j'en ai pas souffert en Algérie. L'Algérie était multiculturelle. Multiculturelle. Ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. Ce qu'elle n'est malheureusement plus aujourd'hui, bien sûr. Alors en 1959, quand vous rentrez en Algérie, vous devenez instituteur, vous jouez avec l'orchestre de Raymond Léris, évidemment, qui connaît énormément de succès à ce moment-là dans tout le territoire. Mais le 22 juin 1961, Raymond Léris, tonton Raymond, est assassiné en pleine rue d'une balle dans la nuque. Pour rien. Pour rien, parce que c'était un homme de paix. Il ne faisait pas de différence entre les Juifs et les musulmans, parce qu'il représentait la culture des deux communautés. Là, effectivement, c'est la valise ou le cercueil. Le 29 juillet 1961, vous embarquez pour Marseille à bord du Sidi Oqba. Vous quittez votre pays. Vous ne quittez pas votre pays, c'est votre pays qui disparaît. L'Algérie multiculturelle est morte ce jour-là. Oui, c'était plus l'Algérie que de mon enfance. J'étais orphelin de l'Algérie, j'étais orphelin de tonton Raymond, j'étais orphelin de la musique arabo-andalouse. D'un coup, je me suis retrouvé sans aucun repère, quoi. J'étais sur le bateau. Et là, Enrico, vous écrivez ça.
pays. J'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie a pâli mon blason. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches aimées, des filles qui m'ont souri jadis. L'arrivée en France est épouvantable. Vous jouez dans les cabarets à Pigalle, sous les insultes des gens qui vous disent c'est pas ton pays, c'est le leur, tu feras plus jamais suer le burnous des Arabes, sale pied noir. Quand on est arrivé, on a pris le bateau, on a dit bon, les Français vont nous accueillir presque comme des héros, comme des frères, comme... Eh ben non. Et un jour, vous recevez un coup de fil d'Igor Barrère, qui tourne une séquence de 5 colonnes à la une. Il vous montre dans son émission, et là c'est le succès, c'est incroyable. C'est-à-dire que du jour au lendemain dans le métro, les gens vous reconnaissent. C'est extraordinaire. Et en plus, c'était pas sûr que je passe à 5 colonnes à la une. Igor Barrère m'appelle, je lui dis oh quel dommage, j'ai terminé hier soir. Il me dit mais vous n'avez pas un autre spectacle quelque part? J'ai dit oui. Samedi soir, je chante à la Mutualité pour les rapatriés d'Algérie, justement. Il me dit, mais ça nous arrange. Alors, il me filme à la Mutualité, ce qu'on a vu à la télévision par la suite. Puis après, il m'invite à boire un café en face de la Mutualité, dans un bar. On boit le café, et puis il me dit, il faut que je te dise la vérité, Enrico, s'il se passe quelque chose de très grave pendant la semaine, eh bien, vendredi, c'est ton sujet qui saute. Alors, pendant une semaine, ça a été l'immense suspense. Et moi, quelques années plus tard, je suis rentré à rue Cognac-G. Mon bureau était juste à côté de lui, de 5 colonnes à la une. Et Igor Barrère, Dumaillet, Desgros, Pierre Lazareff, les producteurs de légende, m'ont dit qu'après son passage, le standard de Cognac-G avait sauté. Tout le monde appelait. Ah oui, tout le monde appelait, ouais. Voilà, votre carrière décolle très très vite. Il faut dire que vous avez d'excellentes chansons. Hein. Les paroles, les musiques, c'est bien sûr. J'ai eu beaucoup de chance aussi, parce que je crois que c'est la destinée. Passer à 5 colonnes à la une, c'est pas pour rien. Si je suis venu sur Terre, c'est pas pour rien, c'est comme ça. C'est le mektoub. Voilà, c'est le mektoub. Voilà. Bien sûr, il y a des problèmes. Vous êtes interdit au Liban, vous vous plaisez au Liban. Mais vous avez tellement de menaces que vous y retournez pas. Quand vous faites « Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras », il y a des nostalgiques de l'Algérie, de l'Ouest, qui vous le reprochent, évidemment. Et ils m'aimaient tellement, ces gens-là, qu'ils ne supportaient pas que j'appartienne à d'autres personnes. Bien sûr. Enfin, ils voulaient partager tout avec moi. Tout. Vous allez en Israël, vous êtes caricaturé d'une façon atroce. Enfin, vous avez eu beaucoup de problèmes, Enrico. Vous avez été extrêmement... Parce que je n'ai jamais renié mes origines. J'ai jamais fait de concession pour qui que ce soit. Et voilà, j'ai toujours été franc. Peut-être au détriment de bénéfices dans ma carrière et tout ça. Parce que moi, je suis l'Elvis Presley du Moyen-Orient. Attention. Oui. En 1979, vous chantez devant le Raïs Anouar El Sadat, mais il y a un problème. En 2000, malgré l'invitation du président Bouteflika, vous n'allez pas chanter en Algérie. Il y a des menaces islamistes qui vous disent « on te tuera comme on égorge le mouton de l'Aïd ». C'est pas ça qui m'a fait peur. Ce qui m'a fait peur, c'est que je devais être... J'étais le symbole de l'exil. Et en m'invitant en Algérie, je devenais d'un coup le symbole de la réconciliation de tous les enfants d'Algérie. Et comme j'étais très proche d'Israël, comme j'ai voulu me recueillir sur la tombe de Mathieu Blounès, ça a déclenché un refus catégorique. Voilà. Donc il y a 54 ans que vous n'avez pas revu l'Algérie. Non. Mais j'ai encore, dans mon subconscient,
l'Algérie qui coule dans mes J'ai veines. quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. Si je peux me permettre, c'est pour les téléspectateurs de Salut les Terriens. Il faut qu'ils comprennent l'émotion de Thierry, parce que on le sait peut-être pas assez, mais les premières années de ta vie, tu les as passées en Algérie. Je suis pas pied noir, mais j'ai vécu en Algérie. Et tu n'en as rien oublié de cette petite enfance. Il faut le savoir, ça. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Ina Modja, avec Michel Drucker. Alors, dans Vivement Dimanche, Demain, dans Vivement Dimanche, on va poursuivre cette conversation, puisque c'est Marthe Villalonga, qui est née à Maison Carrée, tout près d'Alger, qui n'a jamais voulu retourner en Algérie. Mais surtout, il y aura Enrico, qui en duo va chanter avec la main l'Algérie. Eh ben voilà, c'est formidable. Jean-Michel Jarre, François Livonnet et Enrico Macias. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h10. D'ici là, sur canalplus.fr pour revoir l'émission et pour revoir Stéphane Guillon. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.